Chers élèves, bonjour. Bienvenue en ce cours d'économie consacré à la manière d'exploiter les différents documents que vous pouvez avoir dans l'épreuve du baccalauréat, soit dans la deuxième question relative à la situation problème, soit dans la troisième question relative à la dissertation économique. Quels sont donc les différents types de documents que vous risquez d'avoir? Vous pouvez avoir à faire un texte, sinon un tableau statistique ou bien un graphique, soit sous forme de diagramme, soit sous forme de courbe. Enfin, vous pouvez avoir affaire à un schéma d'implication. Commençons tout de suite par prendre le premier exemple, à savoir un texte. Je vous invite, chers élèves, à faire très attention au texte que vous avez entre vos mains. Parce qu'un texte peut présenter non seulement une idée principale, mais des idées secondaires que vous avez intérêt à exploiter toutes et à essayer de reformuler à votre manière pour pouvoir enrichir votre rédaction et argumenter à partir du texte. Donc, une première lecture s'impose et une deuxième lecture c'est encore plus intéressant et encore plus bénéfique pour vous parce que vous devez faire une première lecture pour comprendre de quoi il s'agit. Puis, vous passez à l'exploitation proprement dite des idées du document. Donc, vous repérez, vous soulignez, vous colorez. Donc, l'essentiel, c'est que vous relevez les idées, puis vous les classez là où vous en avez besoin dans votre dissertation. Alors, on va prendre cet exemple de texte qu'on va lire ensemble. Premièrement, la croissance du PIB est désormais largement associée à un creusement des inégalités. Au cours des 40 dernières années, la part du revenu national allant aux salaires et rémunérations travailleurs a diminué, tandis que s'accroissait la part allant aux détenteurs du capital. Deuxièmement, la croissance du PIB n'est plus corrélée à l'amélioration du bien-être. Le revenu importe, cependant, nous savons désormais que d'autres facteurs tels que santé et éducation entrent en jeu. Aucun de ces éléments ne s'améliore automatiquement du simple fait que le PIB augmente. Souvent, la création de PIB peut même les dégrader, surtout pour les personnes vivant avec un revenu plus faible et dont l'emploi est plus précaire. Alors, donc, notre lecture va nous permettre de relever donc, plusieurs informations. Il nous parle de croissance du PIB, il nous parle de part dans le revenu national qui s'accroissait pour les détenteurs du capital. Mais il parle aussi de part du revenu national qui a diminué pour les salaires et les rémunérations de qui? Des travailleurs. D'accord? Donc, il y a bel et bien là un effet double généré par la croissance du PIB. Mais il ne s'agit pas du même type d'effet parce qu'on parle d'un côté des travailleurs qui ont une part du revenu national qui diminue, de l'autre côté, on parle des travailleurs qui ont on parle de l'autre côté des détenteurs du capital qui ont une part du revenu qui s'accroît. Donc, il s'agit là des deux facteurs de production qui ne bénéficient pas de la même manière ou de façon équitable des richesses qui sont créées grâce à la croissance économique. En effet, on parle de creusement des inégalités entre les uns et les autres. Et le bénéfice n'est pas le même, le profit n'est pas le même, l'avantage n'est pas le même. Donc, dans le deuxième passage de ce même texte, on retrouve la même idée, à savoir donc l'augmentation du PIB. L'augmentation du PIB, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a fait?
elle a aussi engendré donc des personnes à revenus plus faibles, d'où la dégradation, autrement dit les inégalités, d'accord? Contrairement à d'autres personnes qui vont sûrement profiter de revenus plus élevés, mais sur un autre plan, on parle d'une autre inégalité au niveau de l'emploi parce que certaines personnes ne vont obtenir que des emplois précaires instables alors que les autres personnes vont bénéficier d'emplois plutôt stables et plutôt durables. Donc, une autre façon de manifester les inégalités causées par la croissance économique, d'où la notion de menace de la croissance sur le plan humain. Le début du deuxième passage de ce document rappelle encore une fois qu'il y a croissance du PIB. Et cette croissance du PIB est, comme on le sait tous, corrélée avec l'amélioration du bien-être. Sauf que il n'y a pas que cette croissance du PIB qui permet le bien-être, parce qu'il y a désormais d'autres facteurs. Qui sont ces autres facteurs qui entrent en jeu? La santé et l'éducation. Donc, si on revient à notre cours, on va voir que la croissance économique, même si elle améliore le niveau de vie, elle peut favoriser la santé et l'éducation, qui sont aussi des conditions indispensables pour obtenir plus que la croissance, pour obtenir le développement humain, qui est une notion plus large que la croissance. Donc, voici les principales idées que vous pouvez dégager à partir d'un tel texte que vous pouvez utiliser pour enrichir votre rédaction. Passons maintenant au tableau statistique. Comme vous pouvez le voir ici, il s'agit de deux pays pour la même année. Et pour l'un et l'autre, on vous présente des indicateurs économiques et sociaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous présente comme information à partir d'un tel tableau? Donc, deux pays pour la même année, ça veut dire que vous êtes amené à faire une comparaison dans l'espace. En termes de quoi? En termes de cet indicateur de développement humain qui n'est autre que l'IDH. Donc, la première comparaison, c'est de classer ces pays sur l'échelle de l'IDH et de montrer que la Norvège, puisqu'elle a un IDH égal à 0,953, ce n'est que autre qu'un pays à développement humain très élevé. Par contre, le Burkina Faso a un IDH inférieur à 0,550, d'où son niveau de développement humain faible. On va passer aux autres critères et aux composantes de l'IDH. En effet, cette différence entre l'IDH de l'un et de l'autre ne s'explique que par, entre autres, la différence au niveau du RNB par habitant, puisque, comme on peut le voir, la Norvège a un niveau de vie moyen très élevé, contrairement à l'autre pays qui n'a qu'un niveau de vie très limité. L'IDH s'explique aussi par une deuxième composante qui est la santé ou la longévité, exprimée par l'espérance de vie à la naissance. On voit ici que l'espérance de vie des Norvégiens est nettement plus élevée que celle des Burkinabés. On passe à la troisième composante de l'IDH, à savoir l'éducation ou le savoir, qui se compose de deux informations essentielles. On peut parler de durée moyenne de scolarisation des adultes en nombre d'années et de durée attendue de scolarisation des enfants, pareil, en nombre d'années. Donc, il est bel et bien clair qu'il y a une nette différence entre les durées de scolarisation dans l'un et dans l'autre des deux pays et que les Norvégiens passent beaucoup plus d'années dans la scolarisation que le peuple du Burkina Faso. Donc, ces différences au niveau de tous ces chiffres-là explique pourquoi l'IDH, qui est la composante finale donc du développement humain, pourquoi elle est très élevée
au Norvège et elle est très faible au Burkina Faso. On peut aussi être amené à parler de la possibilité que le niveau de vie est un facteur essentiel pour le développement, mais qu'il reste quand même un facteur insuffisant parce qu'il faut parler d'autres facteurs qui sont des facteurs sociaux, à savoir la santé et l'éducation. Donc, tous ces chiffres-là peuvent vous permettre de rédiger des idées que vous allez répartir dans votre rédaction là où il faut. Troisième type de document auquel on a affaire aujourd'hui, c'est une courbe. Il est clair ici qu'il s'agit d'une courbe qui montre l'évolution annuelle du PIB réel en Tunisie sur la période 2010-2018. Sur l'axe des abscisses, on a porté les années. Sur l'axe des ordonnées, ce sont les pourcentages du TCA du PIB réel. Comme on peut le voir ici, la courbe nous permet de dégager les deux critères essentiels de la croissance économique, les deux aspects, donc à savoir l'aspect irrégulier et l'aspect cyclique. Donc, notre courbe montre des mouvements à la hausse et des mouvements à la baisse et montre aussi qu'il y a des points de retournement de la conjoncture. D'accord? Donc, comme on peut le voir ici, donc, cette période entre 2011 et 2012, ou encore celle-ci entre 2016 et 2018, n'est autre qu'une phase d'expansion, puisque la courbe est ascendante et le TCA du PIB réel augmente, ce qui se manifeste par une accélération du rythme de l'augmentation du PIB réel de ce pays. On voit aussi que certaines phases sont descendantes, telles que ces phases-là. Donc, entre 2012 et 2016, il y a une phase descendante. Cette phase descendante correspond à une récession puisque le TCA du PIB a, c'est vrai, diminué, mais il est resté positif. Dans ce cas, c'est que le PIB, il a continué d'augmenter, mais à un rythme plus ralenti. Une autre phase descendante, mais un peu particulière, entre 2010 et 2011, qui correspond à une courbe descendante jusqu'à des valeurs négatives, parce que le TCA du PIB est passé de 3% à moins 1,9%. Dans ce cas, on parle d'une dépression économique et c'est le PIB qui a diminué, qui a fait entrer le pays en dépression. Alors, on peut parler aussi d'autres points remarquables, tels que l'année 2012. Elle est marquée par un point de retournement de la conjoncture. La courbe, elle était ascendante, elle est devenue descendante. Ce pic de la courbe correspond à une crise économique. Par contre, on a ici en 2011, on a ici en 2016, un autre point de retournement de la conjoncture d'une autre façon. La courbe, elle était plutôt descendante, elle est devenue ascendante. Plutôt descendante, elle est devenue ascendante. Donc, ce point qui est le creux de la courbe n'est autre que la reprise économique. Et on reprend vers une activité économique en expansion. Donc, on voit que l'aspect de la croissance économique est irrégulier. On voit aussi qu'à partir d'une certaine année, on reprend les mêmes phases et on retrouve encore une autre expansion, d'où le caractère cyclique de l'activité économique de tout pays. Et il s'agit là des principales idées que vous pouvez retenir dans votre rédaction ou dans votre réponse, en se basant aussi sur quelques chiffres que vous pouvez repérer de ce graphique.
Sinon, le graphique, si ce n'est pas une courbe, ça peut être un diagramme. Tel est le diagramme qui montre l'évolution du PIB et de l'investissement en Tunisie sur cette période allant de 2015 à 2019. Donc, les bâtons en bleu marquent ou montrent les valeurs ou les montants qui ont été investis en millions de dinars tunisiens. Les bâtons en orange ne sont autres que les montants réalisés du PIB pour ces mêmes années. Donc, on voit ici que les montants de l'investissement ne cessent d'augmenter tout au long de ces années-là. On voit aussi que les montants relatifs au PIB augmentent aussi. L'idée maîtresse d'un tel document, c'est que ces deux variables sont liées l'une à l'autre et plus encore, elles vont de pair, c'est-à-dire l'augmentation de l'un entraîne l'augmentation de l'autre. Et que, comme on l'a vu dans le cours, l'investissement n'est autre que source de croissance économique. C'est pour cela que les chiffres montent et entraînent la montée des chiffres du PIB. En effet, l'investissement ne peut être que bénéfique pour la croissance économique. Et qu'à partir d'un tel document, vous pouvez encore une fois utiliser les chiffres qui sont donnés pour en dégager d'autres chiffres tels que le taux de croissance de l'investissement et celui du PIB en pourcentage pour montrer que l'augmentation de l'un induit l'augmentation de l'autre. Passons maintenant à un autre type de graphique. Ce type de graphique est particulier parce qu'il s'agit là d'un diagramme circulaire. Et ce diagramme circulaire donne, selon un exemple fictif, la croissance du PIB en pourcentage. Donc, pour une année donnée, pour ce pays-là. Donc, cette croissance du PIB de 4,7%, elle provient de quoi? Elle provient effectivement donc de la contribution du travail en point de pourcentage, de la contribution du capital en point de pourcentage et même de la contribution de la PGF en point de pourcentage. Rappelons que la PGF n'est autre que la productivité globale des facteurs. Donc ici, ces 4,7% proviennent donc de 1,5 point de pourcentage réalisé par la quantité, l'augmentation de la quantité de travail. Proviennent aussi de 0,8 points de pourcentage grâce à l'accroissement du stock de capital et proviennent enfin de 2,4 points de pourcentage grâce à la contribution de la PGF. Donc, ce type de document peut vous permettre de comprendre, de montrer que la croissance a deux principales sources, une source quantitative relative à ces deux facteurs travail et capital et une source qualitative relative à l'amélioration de la PGF. On peut aller au-delà de ces chiffres-là et faire un calcul supplémentaire pour assembler et additionner les deux contributions en point de pourcentage du travail et du capital pour trouver que la contribution quantitative, elle est de 2,3 points de pourcentage, puis de la comparer à la contribution qualitative de la PGF qui n'est autre que de 2,4 points de pourcentage. Et cette comparaison de ces deux contributions va nous permettre de dire que la croissance économique réalisée de 4,7% n'est autre qu'une croissance de nature plutôt intensive que extensive, car la contribution de la PGF est supérieure à la somme de la contribution quantitative des deux facteurs de production. On peut terminer enfin par un autre type de document qui n'est autre qu'un schéma d'implication. Dans ce schéma d'implication, je vous rappelle le même conseil que je vous ai
donné tout à l'heure concernant le texte, attention à la paraphrase, attention à la reproduction telle qu'elle est des informations. Sauf que ici, vous pouvez utiliser des connecteurs logiques et des termes de liaison que vous savez tous dans votre cours et qui vous donnent finalement un paragraphe bien cohérent qui regroupe toutes ces informations données par ce schéma-là. Donc, le point de départ de ce schéma, ce sont les gains de productivité. On vous rappelle que les gains de productivité correspondent à une meilleure efficacité productive des facteurs travail et capital, donc à une amélioration de leur PGF. Et ces gains de productivité génèrent des revenus supplémentaires qui seront répartis sur l'ensemble des acteurs économiques ici présents dans le schéma. Donc, on vous rappelle que les entreprises et l'État en tant qu'acteurs producteurs bénéficient de la répartition des gains de productivité et les acteurs consommateurs à travers salariés et ménages bénéficient aussi à leur tour. Donc, comment bénéficie chaque acteur de son côté? Là, on vous informe, donc on vous rappelle, on vous guide, on vous donne des informations et bien sûr, vous pouvez les utiliser dans votre rédaction pour finalement obtenir une description de la répartition des gains de productivité, donc sous forme de bénéfices des entreprises qui augmentent, sous forme de revenus des salariés qui augmentent, sous forme de la consommation des ménages qui augmente et en fin de compte, sous forme de l'augmentation des recettes publiques de l'État, de ses investissements, etc. Les informations, elles sont toutes indiquées dans ce schéma-là à traiter absolument et sans oublier une information, sans négliger une idée. Voilà, chers élèves, ainsi s'achève notre cours d'aujourd'hui concernant l'exploitation des documents que vous pouvez avoir dans l'examen ou le sujet du baccalauréat ou même dans vos devoirs de synthèse. Je vous souhaite toute la réussite, une bonne révision. Merci et au revoir.